La France n'a pas de Google, d'Amazon ni de Facebook. Faut-il en conclure que nous avons raté la révolution numérique? Pour en parler, j'accueille Jean-David Chamboredon, directeur général du fonds Isaïe. Jean-David Chamboredon, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que la France a raté la révolution numérique? Si rater, c'est ne pas avoir généré de sociétés qui valent plusieurs centaines de milliards de dollars, oui, on a raté. Si rater, c'est n'avoir rien fait, on n'a pas raté. Alors, je rappelle que le fonds Isaïe que vous dirigez dispose de 85 millions d'euros pour investir dans les startups Internet. Elle a été confondée en particulier par Pierre Kosciusko-Morizet et Geoffroy Roux de Bézieux, et on vous connaît davantage en tant qu'initiateur du mouvement des pigeons. Alors, quelles sont les principales faiblesses ou les raisons du retard de la France? On a un déficit culturel en France sur la prise de risque, si on compare à l'esprit pionnier des Américains. Les Américains sont capables de déployer très très rapidement sur des choses nouvelles du capital en prenant beaucoup de risques et en saisissant des opportunités qui ne sont pas forcément avérées. C'est ça qui leur a permis de créer les leaders dont on parlait juste avant. On a une culture beaucoup plus prudente, beaucoup moins aventureuse, et donc on va plus lentement, et c'est une de nos faiblesses. Donc question culturelle, question de capitaux. Et du côté positif, quels sont les points forts de la France? Il y a des points forts. On a un système éducatif qui fonctionne bien, notamment du point de vue des ingénieurs. On a une génération nouvelle qui est très entrepreneuriale, qui est en train de changer sa façon de regarder le monde du travail. La génération Y. La génération Y, on peut dire, oui. On s'aperçoit que les gens qui sortent notamment des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs ont envie d'entreprendre. C'est nouveau, c'est une force. Et puis on a un certain nombre de secteurs dans lesquels on peut tirer notre épingle du jeu du fait de ses atouts ou du fait d'une culture un peu différente des Américains. Et en termes d'attractivité, je pense à la fiscalité. Le sujet est très compliqué parce que la fiscalité française est très compliquée. Il y a des choses qui ont été améliorées d'ailleurs suite au mouvement des pigeons pour ce qui concerne les entrepreneurs et les investisseurs, personnes physiques. On reste un pays avec des prélèvements obligatoires très importants. Et donc, en termes de comparaison avec nos voisins, comment est-ce que ça se situe en termes d'attractivité globale? On va dire que quand la France est bien positionnée dans la moyenne européenne, mais très souvent elle est au-dessus de la moyenne européenne en termes de prélèvement. D'accord. Et je reviens sur les compétences. Est-ce qu'elles correspondent à des enjeux sur des niches, vous parliez des secteurs émergents, ou est-ce que ça correspond à des enjeux plus lourds? Ça dépend véritablement des secteurs, mais si on prend typiquement l'économie collaborative, qui est un sujet dans lequel les Français sont bien positionnés, nous on est par exemple actionnaire de Blablacar, qui est un gros succès, on voit que cette culture du partage, cette culture des plateformes de confiance entre particuliers, quelque chose qui correspond bien à la culture française. Si on prend des secteurs comme les objets connectés, là il y a vraiment une ambition qui peut être mondiale. C'est la même chose dans le big data. Tout le monde dit que la data, c'est le pétrole de demain. Nos informaticiens, nos statisticiens, nos mathématiciens permettent de faire des choses très très intéressantes. Criteo est un exemple de réussite dans ce secteur. Donc voilà, donc il y a des sous-secteurs dans lesquels on peut être vraiment ambitieux. Alors ces points forts, les compétences et la correspondance sur ces différents nouveaux secteurs émergents, est-ce que vous pensez que c'est le coup de chance ou ça correspond à des causes qui sont plus profondes? Vous parliez un peu tout à l'heure de la culture du collaboratif. Est-ce que c'est de cet ordre-là? Très, très clairement, l'Internet, c'est la plateforme d'échange des gens. Donc ça veut dire que la culture, elle se reflète dans cette plateforme. Il n'y a pas de... Pour reprendre l'exemple de Blablacar, il n'y a pas d'équivalent de Blablacar aux États-Unis parce que les Américains ont tout simplement peur de monter dans la voiture de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Alors que les Européens continentaux sont naturellement enclins à faire ça. C'est un exemple de choses où les différences culturelles peuvent devenir un atout. Et est-ce que dans le cas de Deezer, par exemple, est-ce que vous y voyez aussi des causes culturelles ou c'est autre chose? Oui, je crois que le rapport à l'industrie culturelle est différent en Europe et encore plus en France de ce qu'il est aux États-Unis. Et par définition, Deezer, qui a réussi à trouver un modèle économique nouveau avec les éditeurs de musique, est français, c'est peut-être pas un hasard. Et pour ce qui concerne les formations, on parlait des techniciens, des ingénieurs, est-ce que là aussi vous voyez des causes assez profondes? Je crois déjà que le rôle de l'ingénieur en France est valorisé. Ce n'est pas forcément le cas aux États-Unis, contrairement à ce qu'on croit. Les bons élèves peuvent devenir ingénieurs en France, ce n'est pas le cas aux États-Unis, ils deviennent avocats. Donc on a très clairement un terreau
de compétences technologiques, mathématiques, informatiques, etc., qui est très très intéressant. Et puis on s'aperçoit que les gens qui font des études plus orientées vers le business sont aussi aujourd'hui, et on le disait tout à l'heure, de plus en plus enclins à refuser les schémas un peu traditionnels et à prendre leur destin en main. On voit bien que la filière entrepreneur à HEC aujourd'hui est une des filières les plus valorisées au sortir d'HEC. C'est un exemple. Donc voilà, donc, encore une fois, cette génération qui a moins de 35 ans, pour simplifier, elle est là pour faire des choses et elle a envie de le faire. Et comment se positionnent les startups françaises par rapport à leurs concurrentes européennes ou même au niveau mondial? Si on se compare aux États-Unis, on est des nains. Si on se compare à nos amis allemands ou britanniques, je dirais qu'en nombre d'initiatives, en nombre de startups, on rivalise très très bien avec Londres et très certainement avec Berlin. Après, en entreprises qui émergent, qui grossissent, qui lèvent beaucoup de capitaux, qui adoptent une posture mondiale, on a des handicaps, notamment le manque de capital. Alors si je résume les atouts de la France, vous parliez d'attractivité, de dynamisme, de compétences, ont des causes profondes et solides et favorisent une forte croissance des startups. Mais est-ce qu'on peut espérer des futurs grands champions du numérique? On aura des champions. Alors est-ce qu'ils seront champions du monde? Est-ce qu'ils vaudront des centaines de milliards? Peut-être pas. Mais je pense qu'on a un écosystème capable de générer de très belles entreprises à la Criteo, à la BlaBlaCar, à la Sigfox, etc. Dans les années qui viennent. Et ça, il y a 15 ans, on n'était pas capable de le faire. Jean-David Chamboredon, directeur général du fonds Isaïe, merci. Merci.